Le claquement de la porte fut le premier signe que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement le bruit, c'était son écho, froid, définitif, comme une phrase. À cet instant, j'ai su que ma maison, mon refuge, mon coin de paradis, ne m'appartenait plus. J'ai senti le danger approcher avant même de comprendre de quoi il s'agissait. Et le plus cruel, il venait de l'intérieur. Mon fils, celui que j'ai élevé de mes mains calleuses, celui qui dormait sur ma poitrine quand il était petit, celui que j'ai juré de protéger de tout, sauf de lui-même. Quand le téléphone a sonné ce matin-là, je croyais encore que les souffrances du monde ne m'atteignaient pas. Mais la voix du courtier, confuse et prudente, a brisé mes dernières illusions. Il m'a demandé si je confirmais la vente de la maison. La vente de ma maison. La tasse m'échappa des mains et se brisa silencieusement. Le café se répandit sur la table comme un fleuve sombre, tachant la nappe que j'avais brodée 30 ans plus tôt. Un petit désastre domestique annonciateur d'un abîme. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Chaque souvenir, son rire dans le jardin, les anniversaires, les nuits de fièvre et d'inquiétude se mêlaient à une question qui me brûlait intérieurement. Qu'est-ce qui transforme un enfant en étranger? La réponse ne vint pas, mais la sensation était bien réelle. Le corps perçoit la trahison avant même que l'esprit ne l'aperçoive. Essoufflement, estomac noué, un frisson me parcourut l'échine. C'était comme si l'air de la maison, ce même air qui avait nourri tant d'histoires, me regardait désormais en silence, complice d'une vérité que je n'avais pas encore le courage d'affronter. Pendant ce temps, l'horloge du salon continuait de tic-taquer indifféremment. Tic, tac, tic, tac. Chaque seconde semblait se moquer de moi, me rappelant que tout ce que j'avais construit pouvait être anéanti d'un simple trait de plume. Un bout de papier, et la maison que j'avais bâtie à la sueur de mon front et avec patience deviendrait un simple numéro sur le marché immobilier. Mais il y avait quelque chose qu'il ignorait. Un détail qui allait tout changer. Je ne savais pas encore s'il s'agissait d'un miracle ou d'un coup du sort, mais le destin, parfois, se montre ironique. Et ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début de quelque chose de plus grand. Je restais immobile pendant de longues minutes, écoutant les bruits lointains de la rue. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations, tandis qu'en moi une guerre silencieuse se déchaînait. La douleur se mêlait à l'incrédulité, et sous cette surface, une force ancestrale commençait à s'éveiller. Une force qui ne crie pas, qui ne demande rien, qui observe et attend. La nuit tomba, et avec elle le poids du choix. J'aurais pu faire comme si de rien n'était. J'aurais pu me taire, comme tant de mères qui ravalent la honte de leurs enfants. Mais quelque chose en moi refusait. Il y a une limite entre l'amour et la soumission, et à cette frontière, quelque chose en moi finit par se réveiller. Quand j'ai éteint la lumière, la maison semblait respirer avec moi. Je sentais encore l'odeur du vieux bois, j'entendais le craquement du plancher, je sentais le froid s'infiltrer par les interstices de la fenêtre. Tout là-bas faisait partie de mon histoire, chaque marque, chaque cicatrice. Et soudain, l'idée de la perdre ne me faisait plus souffrir seulement parce que c'était une maison. Elle me faisait souffrir parce que c'était le dernier endroit où j'existais encore pleinement. Mais parfois, ce qu'ils tentent de nous prendre est précisément ce qui révèle notre véritable nature. Et cette nuit-là, entre le murmure lointain du vent et le silence de la pièce, j'ai compris. Il aurait pu essayer de vendre les murs, mais il n'aurait jamais obtenu le nom qui les soutenait. Car il y a des choses que le sang ne peut effacer. Il y a des foyers qui appartiennent à l'âme, pas au papier. Et ce qu'il a oublié, c'est précisément ce qui allait me sauver. J'ai passé la nuit blanche, à écouter le bruit lointain des voitures et le tic-tac de l'horloge qui s'obstinait à marquer un temps qui ne m'appartenait plus. Chaque seconde résonnait comme un souvenir. Chaque ombre projetée sur le mur semblait m'observer. Étrange comme le monde peut continuer à tourner alors que tout s'écroule en vous. Je fixais le plafond, cherchant à comprendre à quel moment mon amour était devenu un enjeu. À quel moment mon propre fils avait appris à me voir comme un obstacle. Les heures s'écoulèrent lentement, et lorsque la lumière du matin commença à filtrer à travers les rideaux, quelque chose en moi se durcit. C'était un calme étrange, presque dangereux, celui qui survient quand le cœur comprend que pleurer ne résout plus rien. Je me levai, préparai le café, dressai la table avec la même précision qu'à l'accoutumée. Mes mains agissaient machinalement, mais mon esprit était ailleurs. Tandis que le café infusait, je sentis le souvenir, cette même odeur qui m'avait accompagné toute ma vie, de la petite cuisine où il avait étudié aux aurores où j'attendais son retour. J'ai décroché le téléphone et appelé le courtier. Sa voix à l'autre bout du fil était tendue, prudente, comme celle de quelqu'un qui marche sur un terrain miné.
Il m'a dit que mon fils avait fourni les documents, a parlé de procuration, de signature, d'échéance. Je l'ai laissé parler. Parfois, le silence est plus éloquent que n'importe quelle réponse. Quand il eut fini, je l'ai remercié fermement. Et, pour la première fois, j'ai compris. Le pouvoir ne résidait pas dans les mots, mais dans celui qui les prononçait sans trembler. J'ai raccroché et j'ai regardé par la fenêtre. Le soleil se levait, dorant les feuilles du jardin. Et même au milieu de la douleur, il y avait de la beauté. La vie a cette ironie. Elle s'épanouit même au cœur du chaos. C'est alors qu'un vieux souvenir m'est revenu en mémoire. Mon mari, il y a des années, m'expliquant la valeur de ce bout de papier que je conservais désormais au fond d'un tiroir. Il disait que la maison était à mon nom parce qu'il voulait me garantir un toit, même si le monde me tourne le dos. À l'époque, je pensais qu'il exagérait. Aujourd'hui, je comprends qu'il avait pressenti ce que je refusais d'imaginer. J'ai ouvert le tiroir et là, l'enveloppe jaunie. Le bruit du papier qui se dépliait résonnait comme une promesse oubliée. Mon nom y figurait. Clair, net, définitif. C'était plus qu'une signature. C'était un rappel vivant que j'avais encore une voix, même quand on essayait de me faire taire. Je me suis assise dans le fauteuil et j'ai pris une grande inspiration. La peur était toujours là, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, la clarté. J'ai compris que l'amour d'une mère n'a pas besoin d'être aveugle pour être de l'amour. Et que protéger un enfant ne signifie pas le laisser détruire tout ce que l'on a construit. J'ai passé la journée en silence, à observer le balai incessant des passants. Les gens allaient et venaient, les voisins balayaient le trottoir, les enfants couraient. Le monde continuait de tourner, comme si de rien n'était. Mais en moi, quelque chose mûrissait. Un vieux désir de justice, non de vengeance, de justice tout court. Ce soir-là, je me suis rassis à table. J'ai pris un vieux carnet et j'ai commencé à tout noter. Date, nom, souvenir. Écrire, c'est une façon de s'écouter. Chaque mot était un rappel de mon existence, de l'importance de mon histoire. Et c'est dans cet exercice que j'ai compris ce que tant de femmes découvrent trop tard, que le silence blesse plus que n'importe quelle confrontation. J'ai regardé l'horloge. Les heures s'écoulaient lentement, mais cela n'avait plus d'importance. Le temps avait cessé d'être un ennemi pour devenir un allié. Je savais que ce qui allait se produire changerait tout, et que, lorsque la vérité éclaterait, plus personne ne pourrait faire semblant de l'ignorer. C'est peut-être pour cela que tant de gens restent ici, suivant chaque révélation. Parce qu'ils savent que parfois, ce qui semble être la fin n'est que le commencement pour une femme qui décide enfin de ne pas tomber dans l'oubli. Et alors que la nuit tombait à nouveau, j'éprouvais une sorte de paix intérieure. La guerre n'avait pas encore commencé, mais j'étais déjà prêt. Le lendemain, la ville s'éveilla au son lointain d'un camion poubelle, et le fracas métallique des poubelles résonna plus fort que jamais. Chaque coup résonnait en moi, comme pour me dire « Il est temps de nettoyer ce qui a pourri ». Je restai à la fenêtre, observant les feuilles mortes tourbillonner dans la rue, et je compris que quelque chose en moi aussi était emporté. L'amour aveugle, la naïveté, la peur d'affronter mes propres enfants, tout cela commença à me quitter, comme de la poussière emportée par un vent ancestral. J'ai repris le document, d'une main plus assurée. Le papier avait cette légère odeur jaunie par le temps, cette texture rugueuse des histoires qui survivent aux intentions humaines. Son nom n'y figurait pas. Seulement le mien. 3 mots écrits à l'encre noire, qui semblaient palpiter sous la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. Propriété exclusive de Madame Maria Eunice dos Santos. 3 mots. Et cela m'a suffi pour comprendre que ce bout de papier était bien plus qu'un simple document. C'était mon salut silencieux. Mais le cœur ne comprend pas la justice légale. Il ne comprend que la perte. Et malgré toute ma raison, le vide persistant ne se dissipait pas. Je revoyais encore le visage de mon fils, le petit garçon que je nourrissais, transformé en un homme qui me regardait comme si j'étais un obstacle sur son chemin. C'était comme si la vie m'avait joué un tour cruel. Tout me donner, et l'instant d'après, me prouver combien je pouvais perdre sans mourir. En fin d'après-midi, il apparut. Il entra sans frapper, son parfum coûteux embaumant le couloir. Le même parfum que je lui avais offert à Noël dernier. L'ironie était presque poétique. Il me regarda avec un sourire forcé, comme récité, s'efforçant de paraître innocent. Il affirma que l'agent immobilier avait dû se tromper, que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais sa voix tremblait. Elle tremblait comme le vent avant l'orage. Je le laissai parler. Assis à table, à la même place où je l'avais servi tant de fois, je l'observais comme on analyse un inconnu. Ses paroles rebondissaient sur les murs de la maison et me revenaient creuses.
Étrange constat que cet homme qui avait jadis dépendu de moi pour survivre comptait désormais sur ma naïveté pour s'enfuir. Et je n'avais plus ni l'un ni l'autre à lui offrir. Quand j'ai mentionné le document, il a pâli. Le silence qui a suivi était presque palpable. La pièce semblait exiguë, l'air raréfié. C'est à cet instant que j'ai compris. Le pouvoir n'a pas besoin d'élever la voix pour s'affirmer. Il existe, tout simplement. Il tenta de changer de sujet, détourna le regard, parla de regret, d'amour, de confusion. Mais le véritable amour se passe d'explication. Et sa confusion avait un nom, l'avidité. Je vis dans ses yeux la même lueur que celle de quelqu'un qui parie sur sa propre mère en dernier recours. Et c'est là que je sentis la douleur se métamorphoser en quelque chose de nouveau, ni haine, ni vengeance. Ce fut une forme de lucidité. Après son départ, la maison sombra dans un silence pesant. L'horloge, toujours présente, sembla s'être arrêtée. La nuit tomba sans que je m'en aperçoive, et la lune illumina la pièce d'une lumière argentée, froide, presque accusatrice. Je me rassis à table, à l'endroit même où la vérité venait d'éclater, et je songeais à la façon dont la vie peut transformer la signification d'une même chaise. Avant, c'était le lieu où je servais. Désormais, c'était le lieu où j'espérais que la justice me servirait en retour. La peur était toujours là, murmurant qu'il pourrait revenir, qu'il y avait peut-être plus à cette tentative. Mais avec la peur s'ajoutait quelque chose de plus fort, la certitude que je n'étais plus seul intérieurement. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais allié à moi-même. Et tandis que le vent faisait onduler les rideaux, je compris que ce qui allait se produire ne serait pas un simple règlement de compte. Ce serait une révélation, une de celles que le destin réserve à ceux qui ont la patience d'attendre le moment précis pour affronter leurs propres souffrances. Ce soir-là, j'ai laissé les lumières éteintes et je me suis assise sur le porche, le regard perdu dans l'obscurité. La maison semblait respirer au rythme de mes mouvements, comme si elle pressentait un changement, à l'intérieur comme à l'extérieur. La lune se reflétait dans les vitres, et l'aboiement lointain d'un chien rompait le silence par moments. La brise portait le parfum des fleurs du jardin, celles-là même que j'avais plantées quand je croyais encore que l'amour était synonyme de sécurité. Étrangement, même leur parfum me paraissait différent maintenant. Jadis doux, il était désormais dense, presque mélancolique. Je ne pleurais plus. Les larmes s'étaient muées en un souvenir amer, persistant, tapi dans ma gorge. Le corps s'habitue à l'absence, mais l'âme met plus de temps. Je pensais à mon fils, non pas à l'homme qui m'avait trahi, mais à ce petit garçon que j'avais tenu dans mes bras pour la première fois, si petit, si vulnérable. Comme si cet instant lointain existait encore quelque part dans le temps, intact, attendant d'être ravivé. Mais le temps est impitoyable envers ceux qui s'accrochent à ce qui a déjà disparu. Et sur ce balcon glacial, j'ai compris. Parfois, l'amour doit mourir pour que le respect puisse naître. C'était une sensation à la fois dure et libératrice. Je réalisais alors que la douleur qu'il m'avait infligée n'était pas seulement la sienne. Elle était aussi la mienne, pour avoir cru que l'amour maternel pouvait tout guérir. Le téléphone sonna, brisant le silence. C'était la voisine, toujours attentive, qui annonçait que mon fils était revenu en ville avec un avocat. La nouvelle ne m'effraya pas. Au contraire, elle m'apaisa étrangement. C'était comme si le destin me donnait l'occasion de lui montrer, sereinement, ce qu'il ignorait encore, la force de la vérité. J'ai passé la nuit blanche, repassant en revue chaque détail, chaque souvenir, chaque choix. Je me suis souvenu comment la société attendait toujours des femmes comme moi, noires, plus âgées, fatiguées, qu'elles acceptent tout en silence. Qu'elles baissent la tête, qu'elles sourient même blessées. Et, peut-être par habitude, je l'ai fait pendant des années. Mais quelque chose avait changé. Une lumière brillait là où il n'y avait auparavant que l'ombre. Le matin, j'ai enfilé ma robe la plus simple, celle que je portais à l'église, et je suis allé à la mairie. Le soleil tapait fort et la chaleur faisait scintiller l'asphalte. J'avançais lentement, savourant chaque pas, chaque regard curieux dans la rue. En entrant dans le bâtiment, l'air frais de la climatisation m'a enveloppé et l'odeur du papier et de l'encre m'a ramené à la réalité. J'ai tendu les documents au greffier et j'ai vu la surprise sur son visage. « Voulez-vous faire enregistrer la propriété à votre nom à nouveau ?» a-t-il demandé. J'ai simplement souri. « Non, mon fils. Elle a toujours été à moi. » Et dans ce sourire se reflétaient des siècles de femmes qui m'avaient précédé, qui avaient elles aussi dû prouver l'évidence. En attendant les copies, j'ai aperçu le reflet de mon visage dans la vitre, ferme, marqué par le temps, mais vivant. Et j'ai compris que mon véritable héritage n'était pas la maison. C'était l'histoire.
Le courage. La voix qui, si longtemps, avait été réduite au silence, et qui désormais résonnait sans crainte. Beaucoup ne saisiront peut-être pas la signification de ce silence. Le silence de celui ou celle qui n'a plus besoin de se justifier. Le silence qui suit la tempête, quand le vent se calme et que le cœur retrouve sa sérénité. C'est alors que beaucoup ressentent l'impulsion de soutenir ce cheminement, laissant une trace silencieuse de leur émotion face à ce message comme pour dire « Moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai survécu. » En quittant la mairie, le soleil était encore haut, mais la chaleur ne me gênait plus. Le monde me semblait différent, mais peut-être était-ce moi qui avais changé. J'inspirais profondément et sentis l'air entrer, pur et léger, comme si le temps lui-même avait décidé de recommencer avec moi. Pourtant, au fond de moi, je le savais. Ce n'était pas la fin de l'histoire, mais le prélude à quelque chose de plus grand. Car parfois, la vérité ne suffit pas. Il faut la montrer, la mettre à nu, la révéler à ceux qui ont tenté de la dissimuler. Et ce moment était encore à venir. Cet après-midi-là, le ciel semblait partagé entre lumière et ombre. Le soleil s'obstinait à percer les épais nuages, comme si le monde extérieur reflétait ce que je ressentais au fond de moi. Un mélange de lucidité et d'incertitude, de courage et de peur. Je marchais jusqu'au portail de la maison et touchais le fer froid, sentant le poids du temps entre mes mains. Tout là-bas portait une histoire. Chaque fissure dans le mur, chaque plante qui s'obstinait à pousser, chaque détail conservait une part de moi, même après tout ce qu'on avait tenté d'effacer. Le silence du quartier était étrange. Le bruit des pas résonnait sur le sol et me revenait, comme si la maison m'avait reconnu. J'entrais lentement, et l'odeur familière du bois, de la poussière et des souvenirs m'enveloppa. De vieilles photos étaient encore accrochées au mur, des visages figés dans le temps, des sourires qui semblaient désormais de doux mensonges. La cuisine conservait le bruit des casseroles, et la chambre, l'écho de conversations qui ne se produiraient plus jamais. Mais dans cette atmosphère tendue, quelque chose a changé en moi. La colère s'est muée en un calme lucide. Je ne désirais plus la vengeance, mais la clarté. Je voulais que le monde voie ce que je voyais. L'amour, trahi, ne meurt pas, il change simplement de direction. En parcourant ces pièces, j'ai compris combien la solitude peut être généreuse lorsqu'on apprend à l'écouter. Elle ne crie pas, elle n'exige rien. Elle révèle simplement ce qui reste. Et ce qui reste en moi, c'est la force. Une force née non de la souffrance, mais de la dignité. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, celui-là même où j'avais tant attendu le retour de mon fils. Le tissu usé semblait m'envelopper d'une délicatesse désuète. J'ai fermé les yeux et laissé le souffle du vent emplir l'espace. C'est alors qu'un souvenir que je ne voulais plus jamais raviver m'est revenu en mémoire. La conversation que j'avais eue avec lui des années auparavant, quand je croyais encore que tout s'arrangerait grâce à l'amour. Il m'avait dit, de ce ton froid et calculateur, que le monde appartenait aux forts, que j'étais trop gentil pour survivre. À l'époque, ces mots m'ont transpercé comme une lame. Aujourd'hui, je les comprends autrement. J'ai eu la force de rester bonne, même après avoir été blessée. La gentillesse ne m'a pas affaiblie. Elle m'a préservée. Dehors, j'ai entendu une voiture s'arrêter devant le portail. Mon cœur s'est emballé et une vieille tension m'a de nouveau parcouru. Je me suis lentement levée et j'ai regardé par la fenêtre. Il était là, en costume, avec le même regard qui autrefois implorait le réconfort. Le même visage, mais désormais marqué par quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la peur. Il sortit de la voiture, accompagné de son avocat. L'atmosphère s'alourdit et le temps sembla se figer. Chaque seconde semblait me préparer à ce qui allait suivre. Je pris l'enveloppe contenant les documents et la serrai contre ma poitrine. Je savais que cet instant serait un tournant. Non seulement entre lui et moi, mais aussi entre le passé et l'avenir. Leurs voix m'atteignirent avant même que je ne bouge. Elles parlaient doucement, mais avec insistance. Une tentative de contrôler le récit, un don qu'il avait toujours eu. Mais cette fois, ce ne serait pas suffisant. Car désormais, c'était moi qui portais la vérité. J'ouvris la porte calmement. Le claquement des gonds déchira l'air comme un avertissement. Ils tournèrent en même temps, et le regard de mon fils croisa le mien. Aucun mot ne fut prononcé. Mais dans ce silence, il y avait plus de sens que n'importe quelle dispute. Il tenta de sourire, croyant peut-être que le temps effacerait tout. Mais le temps, lorsqu'on le respecte, n'efface pas, il révèle. J'ai senti le vent dans mes cheveux et, un instant, tout s'est suspendu. Le monde, la maison, toute l'histoire.
C'était le prélude à quelque chose d'important, quelque chose que je pressentais sans pouvoir encore le nommer. Et à ce moment-là, j'ai compris, certaines vérités ne se disent pas. Elles se montrent. Et j'étais sur le point de lui montrer la sienne. Il s'arrêta à 1 mètre de moi, comme si une vitre invisible nous séparait. De l'autre côté, l'homme pressé, son discours mesuré, calculant sans cesse son prochain geste. De ce côté-ci, moi entière et silencieuse, avec la légèreté de celle qui sait. L'avocat s'éclaircit la gorge, ouvrit sa mallette, révélant une pile de papiers timbres, en tête, gros caractères qui tentent de donner de l'autorité à ce qui était né de travers. Le vent souffla dans le couloir et souleva un coin du rideau. La lumière stria le sol en rayures nettes, comme si la maison avait décidé de diviser la scène en ombre et lumière pour que personne ne confonde les deux. Il se mit à parler rapidement. Il affirma que tout cela n'était qu'un malentendu, que le courtier avait agi précipitamment, qu'il était là pour « régler » la situation. Ce mot planait comme une odeur nauséabonde. Régler pour qui? À chaque justification, je voyais disparaître un peu plus le garçon qui, jadis, tenait mon doigt de toute sa main. L'avocat tenta de me proposer un arrangement, éviter les scandales, gagner tous les deux, nous en finirons avec élégance. L'écho de ces phrases résonna vide contre les murs. L'élégance, c'est autre chose. L'élégance, c'est la vérité murmurée. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je les ai fait entrer tous les deux dans la pièce. Sur la table, j'ai posé l'enveloppe contenant l'acte de propriété. Je ne l'ai pas repoussé, je n'ai pas fait de scène. Je l'ai simplement laissé là, devant eux, comme un miroir. Le papier respire lorsqu'il porte une histoire, et je pouvais presque entendre ce souffle ancestral. Le jour où mon mari m'a offert le stylo, la délicatesse avec laquelle il a tenu ma main pour signer, la promesse silencieuse que j'aurais un toit au-dessus de ma tête, même si le monde décidait d'être cruel. L'avocat l'a lu, ses yeux se sont embués un instant. Il a tenté de reprendre ses esprits. Mon fils a détourné le regard vers la fenêtre, cherchant à s'échapper dans la rue, où les oiseaux chantaient les airs d'un matin ordinaire. J'ai laissé le silence agir. Le silence, bien utilisé, est une arme, non une faiblesse. Il oblige l'autre à s'écouter. C'est dans cet intervalle que j'ai compris autre chose. La maison, jadis théâtre de mon renoncement, était désormais la scène de ma présence. Le canapé où j'avais tant attendu en vain, le couloir témoin de mes pas précipités, la cuisine où j'avais salé mes larmes pour que personne ne s'en aperçoive, tout me ramenait à l'endroit précis d'où l'on avait tenté de m'arracher. Gain et perte, côte à côte, sans lutte. Une acceptation ferme, presque douce. Mon fils prit une grande inspiration et adopta le ton doux qu'il employait toujours quand il avait besoin de moi. Il parla de dettes, de malchance et des mauvaises personnes qui l'entouraient. J'écoutais la version que j'avais besoin d'entendre et au fond de moi, la mère voulait prendre l'enfant dans ses bras, le secouer, lui dire qu'il était encore temps de devenir un homme. Mais la femme que j'étais devenue leva la main de l'intérieur et me supplia. « Reste. Reste entière. Ne sauve pas ceux qui te tirent vers le bas. Ne confonds pas pardon et retour en arrière. » Alors je suis restée. Entière, mais le cœur à nu, lumière et ombre dans une même poitrine. Je lui ai demandé de s'asseoir. Il obéit. L'avocat ajusta sa cravate. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai sorti une petite boîte tapissée d'un tissu délavé. À l'intérieur, un mot manuscrit de mon mari, l'avenant enregistré, le mot de passe écrit d'une écriture soignée. Le passé, en 3 lignes, m'enveloppait comme d'un manteau. J'ai posé le papier à côté de l'acte. L'avocat a compris. Son corps s'est légèrement incliné. Presque imperceptiblement, ce langage que les hommes apprennent quand ils réalisent qu'ils n'ont nulle part où se cacher. La cuisine embaumait le vieux café, le couloir, le bois ciré, et dans le jardin, les feuilles du manguier frémissaient comme une petite foule en liesse silencieuse. Je parlais peu. Je n'accusais personne, je n'haussais pas le ton. Je ponctuais les dates, mentionnais la clause, la nullité automatique, la responsabilité conjointe. Je vis le choc se lire sur leurs visages, comme l'encre qui se répand dans l'eau claire. Et pourtant, je ne ressentis aucun triomphe. J'éprouvais une profonde compréhension. Le prix de chaque choix commençait à se faire sentir et aucune monnaie, ni ma douleur ni son argent, ne pourrait facilement régler cette dette. Il a demandé de l'eau. Je lui ai apporté un verre. Ses mains tremblaient tellement que le verre vibrait. J'apercevais, en arrière-plan, reflété dans le buffet, notre ancien portrait, moi, lui enfant, son père, un bras autour de chacun de nous. Le miroir est cruel quand il renvoie l'image de ce que nous étions. J'avais envie de lui caresser la tête comme avant, de repousser une mèche de cheveux de son front, de dire « Mon fils ».
Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé mon silence être à la fois réconfort et une limite. L'avocat referma lentement le dossier. Il dit qu'il allait se renseigner sur les démarches à suivre. J'acquiesçai d'un signe de tête. Ils se levèrent. Le poids des non-dits était plus lourd que les papiers. Sur le seuil de la porte, mon fils tourna son visage vers moi. Il y avait dans ses yeux quelque chose qui n'était ni culpabilité ni courage, mais de l'étonnement. L'étonnement de découvrir que la bonté peut avoir du caractère. Que l'affection sait aussi dire non. Quand le portail claqua, la maison reprit son souffle. Assise dans le fauteuil, je laissais la lumière de l'après-midi dessiner des rectangles sur le sol. La vie s'infiltrait par les interstices, réchauffant lentement ce qui était encore froid en moi. L'espoir et la peur persistaient, se disputant l'espace. La balance oscillait, mais je ne la tenais pas en main. Je la laissais trouver son équilibre d'elle-même. Tout en haut de l'armoire, la vieille horloge sonna l'heure. Le son résonna dans la pièce comme une promesse. Un autre mouvement se profilait dans cette histoire, un mouvement encore indéfini. Au portail, des pas s'arrêtèrent. Des voix basses, une brève sonnette, les aboiements du chien du voisin. Je ne me levai pas aussitôt. Je respirai profondément. Je sentis mon cœur s'apaiser. Puis, avec le même calme que celui de quelqu'un qui sait que chaque chose a son heure, je me levai. La poignée était froide. De l'autre côté, je sentais la page suivante, peut-être des passants curieux, peut-être l'acheteur dupé, peut-être l'information manquante qui éclaircirait enfin tout. Je ne l'ouvris pas précipitamment. Je retins mon souffle un instant, comme quelqu'un qui plonge et effleure le fond d'une rivière du bout des doigts. Et là, dans cet instant suspendu entre lumière et ombre, je compris, j'avais déjà franchi le pas. La suite viendrait, et j'étais prêt à la recevoir. J'ouvris lentement la porte, et le bruit du verrou résonna comme un coup de tonnerre dans ma poitrine. De l'autre côté se tenait un homme que je ne m'attendais pas à voir, l'acheteur. Jeune, élégant, mais le regard rempli de méfiance. Il tenait une fine mallette, et la nervosité transparaissait dans ses doigts. Un instant, le temps sembla s'arrêter. La scène était presque cinématographique. Moi, sur le seuil de la maison qu'ils avaient tenté de me prendre, et lui, dehors, en quête de réponses dont il ignorait même l'existence. « Je m'excuse de venir sans prévenir », dit-il d'une voix tremblante, excessivement polie. « Je dois éclaircir certains points. Je crois que j'ai moi aussi été trompé. » Ces mots me frappèrent comme une pluie battante sur un sol craquelé inévitable, mais néanmoins percutant. Je l'invitai à entrer. La pièce l'accueillit en silence, et l'atmosphère sembla pesante, comme si l'espace lui-même ressentait la gravité de ce qui allait être dit. Il ouvrit le dossier, et étala les papiers sur la table. Contrat, reçu, copie de courriel. Chaque page était une plaie ouverte. Il expliqua que mon fils lui avait assuré que tout était en règle, que l'acte de propriété avait déjà été transféré. Mais la banque a bloqué la transaction, avoua-t-il. Ils ont dit que le document original n'était pas valable. Je le fixai longuement avant de répondre. L'injustice, parfois, est si bien dissimulée que même les innocents finissent par être instrumentalisés. L'homme baissa la tête, honteux. Je ne savais pas qu'il vendait quelque chose qui ne lui appartenait pas. La douleur dans sa voix était palpable. Et c'est alors que j'ai compris que la vérité n'a pas d'ennemis, seulement des victimes de part et d'autre d'une même histoire. Un silence s'installa quelques secondes dans la pièce. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres, projetant une mosaïque dorée sur le sol qui tremblait sous le vent. La poussière flottait dans l'air comme de petites étoiles fatiguées. Tandis qu'il parlait, je constatais le contraste qui s'offrait à moi. D'un côté, le garçon jeune, impulsif, persuadé que le monde n'était qu'un jeu d'opportunités éphémères. De l'autre, moi une femme mûre, marquée par les épreuves, habituée à voir le temps accomplir ce que la précipitation ne peut, révéler. La différence entre nous résidait dans ce que le temps nous enseigne. Le gain facile se paie toujours par un lourd fardeau de culpabilité. Je lui ai montré l'acte original. L'encre commençait déjà à s'estomper, mais mon nom brillait encore de mille feux. Il l'a lu et est resté immobile. Le silence qui a suivi était de ceux qui transforment. J'ai vu dans ses yeux la compréhension de quelqu'un qui, soudain, voit au-delà de l'argent, le coût humain de l'avidité. Il s'est excusé sincèrement et a promis d'annuler la transaction. Il a dit qu'il parlerait à la banque, aux avocats, à tous ceux que cela impliquerait. Cette promesse me frappa comme un souffle de justice. Ce n'était pas seulement la maison qui retrouvait sa place, c'était l'équilibre du monde qui se réorganisait, millimètre par millimètre.
Je le raccompagnai jusqu'à la porte, et il me remercia timidement, comme pour me remercier non seulement de la conversation, mais aussi de la leçon. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air, » dit-il. Je souris légèrement, sans répondre. Car la force, lorsqu'elle est authentique, n'a pas besoin de public. Après son départ, la maison me parut plus grande. L'écho de ses pas se mêlait au son lointain d'une radio chez le voisin, qui diffusait une vieille chanson. Je m'assis dans le même fauteuil où l'avocat s'était assis quelques heures auparavant. Le document était toujours sur la table, ouvert, la lumière dorée du crépuscule se déposant sur les mots. Et je réalisais quelque chose d'étrange. Ce n'était plus le papier qui me rassurait, c'était ce que j'étais devenu depuis l'instant où j'avais appris la trahison. La vie a une étrange façon de retrouver son équilibre. Parfois, ce qui semblait être du désespoir n'est que le début d'un processus de guérison silencieux. Et c'est peut-être pourquoi tant de gens se reconnaissent dans des histoires comme celle-ci. Parce qu'à un moment ou un autre, chacun a connu quelque chose d'expérimenté, de pris ou d'oublié. Je restais là, à regarder le dernier rayon de soleil effleurer la vitre. L'air de la maison semblait plus léger, comme s'il respirait avec moi. Ce n'était pas la fin, je le savais. Il restait des comptes à régler, une vérité à révéler à tous. Mais, à cet instant, je m'accordais une pause. Un répit entre le passé et l'avenir. Si vous aviez été là, peut-être comprendriez-vous ce que j'ai ressenti. Ce mélange de douleur et de sérénité, de perte et de nouveau départ, que seuls ceux qui ont été trahis par le sang et sauvés par leur propre force connaissent. Et qui sait, en entendant cela, vous aussi ressentirez peut-être le besoin de laisser votre empreinte, une pensée, un souvenir, un signe de reconnaissance silencieux. Car des histoires comme celle-ci ne sont pas seulement les miennes. Elles appartiennent à tous ceux qui ont dû un jour reconstruire leur réputation. La nuit commençait à tomber, et avec elle, une promesse. Il y aurait toujours une confrontation, et cette fois, elle ne se déroulerait pas entre quatre murs. Elle aurait lieu devant tout le monde. Cette nuit-là, le vent semblait différent. Il s'engouffrait par les interstices de la fenêtre avec un grondement profond, presque humain, comme si l'air lui-même pressentait un événement imminent. La maison, désormais silencieuse, retenait le souffle de quelqu'un qui attendait le dénouement. Je parcourus lentement les pièces, observant chaque détail. Le faible reflet de la lumière sur les meubles, le chant lointain des grillons, le mouvement du rideau qui semblait rythmer mes pensées. Tout était vivant, même ce qui paraissait oublié. Je me suis rassis à la table où la vérité avait éclaté quelques heures plus tôt. Le document était toujours là, ouvert, mais je ne le voyais plus comme un objet. Il était presque une extension de moi-même, la preuve que, malgré tout, la vie me reconnaissait encore comme la propriétaire de ce que j'avais bâti. Ce papier n'était pas qu'un simple document légal. C'était un miroir. Et dans ce miroir, je voyais le reflet d'une femme qui avait presque tout perdu, mais pas l'essentiel, la capacité de rester debout. J'ai fermé les yeux un instant. Seul le tic-tac de la vieille horloge rompait le silence. À chaque seconde qui passait, le souvenir de ce qui allait arriver se précisait. Je savais que je ne pourrais pas garder le secret longtemps. Le nom de famille était déjà sur toutes les lèvres des voisins. L'inévitable scandale grandissait comme un feu caché sous des cendres. Et, d'une certaine manière, je l'ai laissé grandir. Parfois, le destin a besoin de témoins pour que la leçon soit complète. Le lendemain matin, la lumière était pâle et hésitante. Le ciel était lourd de nuages, et l'humidité imprégnait l'air d'une odeur de fer et de terre mouillée. J'enfilai mon manteau sombre et partis tôt. Le palais de justice n'était qu'un bâtiment ordinaire, en béton vieilli et au couloir froid, mais ce jour-là, il me semblait être le centre du monde. Chaque pas dans cet espace résonnait comme l'écho de tous ceux que j'avais fait jusque-là, les nuits blanches, les sacrifices, l'amour transformé en combat. En attendant mon tour, j'observais les gens autour de moi. Des visages fatigués, des regards désespérés, des doigts crispés sur des documents comme s'ils s'accrochaient à leur propre salut. Une dignité silencieuse émanait de ces inconnus. Chacun portait une histoire, un conflit, une vérité sur le point d'être mise à l'épreuve. Et soudain, j'ai compris, ce que j'allais faire ne me concernait pas seulement. Il concernait toutes les femmes qui avaient été marginalisées et exclues de leur propre récit. Mon fils était là. Assis devant, la tête baissée, le visage fatigué, de profondes cernes sous les yeux. Il me paraissait plus petit que dans mon souvenir. Quand il m'a aperçu, il a détourné le regard. Ce simple geste, ce regard fuyant, en disait plus long que tous les mots. C'est à cet instant précis que j'ai compris l'ampleur du désastre. Il n'avait pas perdu une maison. Il s'était perdu lui-même.
Les heures qui suivirent se déroulèrent comme un film au ralenti. Avocats, témoins, documents qui passaient de main en main. Je ne me souvenais pas de chaque phrase, mais je me souvenais des sons, le murmure du public, le coup sec du marteau du juge, le souffle retenu quand mon nom fut appelé. C'était comme si le temps me replaçait au centre de ma propre histoire, après des années passées dans l'ombre. Et puis, l'inattendu, le juge m'a demandé de prendre la parole. Pendant quelques secondes, le silence sembla s'installer. Ce n'était pas une répétition. Ce n'était pas une défense. C'était la vérité. Je me suis levé et j'ai tout raconté, sans colère, sans emphase. J'ai parlé d'amour, de trahison, du poids de voir son propre sang tenter de détruire ce que la sueur avait bâti. Les mots sortaient lentement, mais avec fermeté. Chaque phrase était une pierre posée sur les fondations de ce qui restait à reconstruire. Quand j'eus terminé, le silence se fit comme un brouillard épais. Personne ne respirait bruyamment. Mon fils gardait les yeux baissés, et le juge se contenta d'un hochement de tête silencieux. Je savais que, d'une manière ou d'une autre, cela suffirait. La vérité, dite calmement, a un pouvoir que les cris ne pourront jamais atteindre. Je suis sorti du bâtiment et le vent m'a fouetté de plein fouet. La ville grouillait, indifférente à ce qui venait de se passer. Mais en moi, tout avait changé. L'air semblait plus pur, plus léger. Je marchais lentement, sentant le sol sous mes pieds, chaque pas devenant un symbole. Il restait encore le procès officiel, les signatures, les formalités, mais le véritable verdict était déjà rendu en moi. J'avais récupéré bien plus qu'une maison. J'avais récupéré le droit d'être entendu. Le ciel, désormais plus dégagé, semblait ouvrir une voie. Et, bien que l'avenir demeurât incertain, une certitude s'imposait. La vérité, une fois révélée, est irrévocable. Et elle avait encore bien des choses à dévoiler. Dans les jours qui suivirent l'audience, le silence de la maison prit une autre dimension. Ce n'était pas le vide, mais une sorte de paix nerveuse, comme l'instant qui précède la pluie. Chaque recoin semblait respirer différemment. L'horloge murale marquait le temps d'une nouvelle cadence, presque patiente, comme si la maison elle-même savait que, enfin, les choses reprenaient leur cours. Et pourtant, quelque chose planait dans l'air. Ni victoire, ni soulagement. Juste l'étrange sensation de quelqu'un qui a survécu à un tremblement de terre et qui sent encore le sol trembler, même lorsqu'il est ferme. Mon fils n'est pas revenu. Ni un appel, ni une lettre. Juste le silence. Ce silence qui s'étend entre deux rivages désormais inaccessibles. Au début, j'ai souffert. En moi, une mère espérait des regrets, un mot, un signe d'humanité. Mais avec le temps, j'ai compris que le silence était aussi une réponse. Il cherchait à comprendre ce qu'il avait fait. Et peut-être, pour la première fois, le vide était-il le seul chemin possible entre nous. Les premiers jours, j'évitais de sortir. Les voisins chuchotaient sur le trottoir, et j'écoutais, même quand ils prétendaient parler d'autre chose. L'histoire se répandait comme une traînée de poudre, déformée et exagérée, mais cela m'était égal. La vérité, après tout, était déjà connue. Et même les mensonges ont leur utilité. Ils révèlent qui est prêt à croire n'importe quoi, sauf la vérité. J'ai commencé à redécouvrir la maison. Le jardin, qui m'avait paru si petit auparavant, me semblait désormais immense. Les feuilles du manguier reflétaient la lumière de l'après-midi comme si chacune recelait un secret. L'odeur du café embaumait à nouveau les matins, et j'ai commencé à ouvrir les fenêtres sans craindre les regards indiscrets. Il y avait quelque chose de libérateur à se dévoiler après s'être si longtemps caché. Comme si, enfin, je pouvais respirer sans avoir à demander la permission. Mais la nuit faisait encore ressurgir des souvenirs. Parfois, je me réveillais en sursaut, au son imaginaire de pas dans le couloir. Ce n'était pas la peur, c'était le souvenir. Le corps aussi porte des cicatrices invisibles, et il faut parfois beaucoup de temps pour comprendre que le danger est passé. Alors, je me levais, j'allumais une bougie et j'allais dans le jardin. Le ciel silencieux me renvoyait, à travers les étoiles, tout ce que j'avais perdu dans mes certitudes. Chaque lueur, une question sans réponse. Chaque ombre, un souvenir qui avait encore besoin de repos. J'ai commencé à griffonner des notes dans un vieux carnet. Des mots épars, parfois de simples bribes de pensée. Non pas pour publier, ni pour me justifier, juste pour m'écouter. Écrire, c'était comme nettoyer un miroir embué. Chaque phrase offrait un reflet plus net de la femme que je devenais. Et, au fond de moi, j'ai compris quelque chose qui m'avait paru impossible. La douleur, lorsqu'on l'observe de près, recèle une étrange beauté.
C'est elle qui nous oblige à voir ce que nous avions ignoré. Un jour, le téléphone sonna. La sonnerie fut si inattendue que mon verre faillit me tomber à la main. Le cœur battant, je répondis. C'était l'avocat. Sa voix paraissait calme, mais ses paroles étaient empreintes de gravité. Il annonça que l'affaire était officiellement close. Tous les droits confirmés, tous les documents en règle. Il marqua une pause, prit une inspiration, puis ajouta « Votre fils essaie de vendre la voiture. Il semble vouloir recommencer sa vie loin de chez lui. » La nouvelle m'a frappé comme une lame. Un instant, mon instinct maternel a voulu que je demande où il était, s'il avait besoin d'aide, s'il allait bien. Mais une petite voix intérieure me soufflait « Laisse-le partir. » Certaines leçons ne s'apprennent que lorsque le chemin est long et douloureux. L'après-midi s'étira lentement, doré, comme si le temps avait décidé de m'observer. Assise sur la véranda, je contemplais l'horizon et laissais le vent jouer avec l'écharpe sur mes épaules. La vie semblait vouloir me montrer le contraste entre ce qui demeurait et ce qui s'en allait. Ombre et lumière dansaient côte à côte, et je compris que, d'une certaine manière, cet équilibre était ce qui m'avait toujours manqué. À cet instant, j'ai compris que le pardon n'est pas un acte de pitié, mais de liberté. Il n'efface pas le passé, mais il nous libère des liens que celui-ci nous enchaîne. Et peut-être que, lorsque mon fils comprendra cela, lui aussi trouvera le chemin du retour, pas forcément vers la maison, mais vers lui-même. Le ciel commençait à changer de couleur, passant d'un bleu profond à un orange doux. Et en contemplant ce coucher de soleil, je sentais que l'histoire n'était pas encore terminée. Quelque chose se tramait, des retrouvailles, peut-être, ou une révélation. La vie clôt rarement un cycle sans d'abord vérifier si nous avons suffisamment appris pour entamer le suivant. Et, en cette fin d'après-midi, je le savais, l'épreuve finale restait à venir. Quelques jours plus tard, le soleil se leva dans une quiétude différente. Le ciel semblait plus clair, comme si le monde s'était purifié durant la nuit. Je me réveillais tôt, sans réveil. Le silence de la maison ne m'oppressait plus. Il était léger, empli de petites présences invisibles. Le bruissement du vent dans les feuilles, l'odeur du café frais, le craquement du parquet sous mes pas dans le couloir. Tout semblait me dire, sans un mot, que la vie avait repris son cours. Un cours différent, certes, mais nouveau. Je suis allé dans le jardin. La terre, encore humide de la dernière pluie, exhalait ce parfum de renouveau que seuls ceux qui ont tout perdu peuvent reconnaître. Les fleurs que j'avais plantées des mois auparavant s'épanouissaient enfin, timidement, comme pour demander la permission d'exister. Leur beauté était simple, et pourtant à couper le souffle. J'ai levé les yeux au ciel et pensé, peut-être la vie a-t-elle toujours été ainsi, trop fragile pour être perçue, tandis que nous courons après ce que nous croyons grandiose. Assise à l'ombre du manguier, je laissais le temps s'écouler lentement. Je pensais à mon fils. Ce petit garçon qui, jadis, courait dans cette même cour, couvert de terre, les yeux pétillants de curiosité et d'espoir. Où l'ambition a-t-elle pris la place de l'innocence? Où l'amour s'est-il mué en calcul? La réponse ne vint pas. Peut-être parce que certaines questions n'existent pas pour être résolues, mais pour préserver notre humanité. Ce matin-là, le facteur est arrivé. Il portait une enveloppe brune, sans adresse d'expéditeur. Mon cœur s'est emballé avant même que je ne touche le papier. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, un petit mot et une photo. C'était mon fils, à côté d'une vieille voiture, celle-là même qu'il avait essayé de vendre. Au dos, d'une écriture pressée, il avait écrit « Je ne mérite pas encore de te regarder dans les yeux, mais je veux essayer de le mériter un jour. » J'ai tenu le papier entre mes mains et le temps a semblé s'arrêter. Les larmes ne venaient pas de la douleur, mais de quelque chose de plus profond. Une sorte de pardon qui naît lorsque l'amour reconnaît ses propres limites. J'ai plié la lettre, l'ai rangée dans le tiroir des papiers de la maison et j'ai souri. Non pas parce que tout était réglé, mais parce que, pour la première fois, je n'avais plus besoin que cela le soit. Certaines histoires ne s'achèvent pas par un point. Elles se muent simplement en silence, un silence porteur de paix plutôt que de vide. Je suis rentré. La lumière du matin inondait la pièce de teinte dorée. Chaque rayon semblait me rappeler qu'après la chute, la beauté subsiste. J'ai caressé le meuble ancien, celui qu'il avait tenté de vendre avec le reste de la maison. Je me suis souvenu de toutes les mains qu'il avait touchées avant moi, ma mère, ma grand-mère, des générations de femmes qui avaient appris à résister en silence, jamais en faiblesse. C'était comme si elles étaient toutes là, avec moi, à me regarder, fières. L'après-midi arriva lentement, et avec elle, la certitude que le cycle était clos. Je n'avais plus rien à prouver à personne.
La maison, le nom, la dignité, tout ce qui m'avait été arraché m'était revenu, non par des papiers, mais par la sérénité. Ce que mon fils avait tenté de vendre, sans le savoir, c'était le refuge même qui le protégeait. Et ce qu'il m'a laissé, sans s'en rendre compte, fut le plus beau des cadeaux, le rappel que l'amour, mis à l'épreuve, en dit plus long sur nous que sur l'autre. Parfois, on me demande si je lui ai pardonné. Je réponds que le pardon n'est pas un acte, c'est un état. Il se construit avec le temps, non avec les mots. Et le temps, ce vieux maître, a déjà commencé son œuvre. Aujourd'hui, en repensant à tout ce que j'ai vécu, je me dis que je n'ai pas perdu un foyer, mais une histoire. Et c'est peut-être pour cela que tant de gens se reconnaissent en m'écoutant. Car au fond, chacun de nous a été dépouillé de quelque chose. Un rêve, une confiance, une part de soi-même. Et lorsque nous trouvons le courage de nous relever, cette histoire cesse d'être seulement la nôtre. Elle devient celle de tous ceux qui, un jour, ont eux aussi choisi de recommencer. Si ce parcours vous a touché d'une manière ou d'une autre, il est peut-être temps de laisser votre empreinte. Non pas pour moi, mais pour tout ce qu'il représente. Chaque geste, chaque mot de soutien, est comme une bougie allumée dans l'obscurité, une façon silencieuse de dire « Je comprends, je suis passé par là aussi ». Le soleil se couchait à l'horizon lorsque j'ai fermé les yeux et inspiré profondément. La brise portait le parfum des fleurs et de la terre humide, et pendant un instant, le monde m'a paru entier. Plus de douleur, seulement la reconnaissance. La vie, dans toute sa complexité, m'avait ramené à ma place. Et là, à cet instant précis, j'ai compris. Rien ni personne ne peut véritablement détruire ce qui a été bâti avec amour, patience et vérité. Le temps emporte tout le reste. Mais ce qui nous appartient, ce que nous sommes demeure.